50 milliards d'euros sont collectés par les notaires chaque année. Tout à chacun peut penser que les 12 000 euros, 13 000 euros qui sont affichés sont pour le notaire. En vrai, absolument pas. Les frais de notaire, c'est environ 7%, 7,5%. Mais dans les frais de notaire, il y a 6% pour l'État et le reste est pour le notaire. Sur 130 000 euros, le notaire a environ 1600, 1700 euros. Ce que je trouve super important de rappeler, c'est que c'est pas 10 000 euros sur ton compte tous les mois pendant 10 ans. Exactement, et c'est ce qui est un peu vertigineux le 1er janvier. Tu te dis, bon bah là on redémarre et il faut faire à peu près 2 millions pour gagner 1 euro. Le gros avantage de pouvoir avoir 30 à 40% de son chiffre d'affaires qui est basé sur la succession, c'est que c'est pérenne. Les gens continueront à mourir. Tout comme les gens continueront à se marier et à divorcer. Au niveau société, c'est pas réglementé. Donc autrement dit, demain j'ai le coiffeur de mon boulevard qui souhaite vendre son salon de coiffure, je pense que je vais. C'est de la négo avec lui. Exactement. Comment expliques-tu que tu gagnes 8 fois moins d'argent à faire exactement le même travail? La seule chose, c'est que tu as une responsabilité qui est peut-être 8 fois moindre à Auxerre, pour reprendre mon exemple, parce que le prix est 8 fois moins grand. Bienvenue dans Combien ça gagne. Aujourd'hui, on a un métier qui fait un peu débat. Les notaires. Ils sont connus, réputés pour se plaindre qu'ils gagnent pas assez d'argent, alors que tout le monde pense qu'ils se gavent. Et on va rétablir la vérité aujourd'hui. Juste avant d'interviewer Samuel, qui est notaire à Calais, on va faire notre petite estimation très rapide comme d'habitude. Alors déjà, les frais de notaire, c'est assez connu, c'est à peu près 7% des transactions. Mais les notaires seront les premiers à vous le dire, tout ne va pas dans leur poche. Une bonne partie de ces 7% va à l'État et les notaires en réalité ne gardent que à peu près 1,5%. Donc, si on estime le volume d'affaires de notre notaire à 100 millions d'euros par an, on peut considérer qu'il fait 1,5 million de chiffre d'affaires. Les notaires ont aussi d'autres activités, on ajoute à ça à peu près 20% d'activités de conseil, on peut arrondir le chiffre à 2 millions de chiffre d'affaires. Sur ces 2 millions de chiffre d'affaires, on estime la totalité de ces charges à 1,6 million. Parce que dans une étude notariale, il y a énormément d'employés, on les appelle des clercs, donc une bonne partie de ces 1,6 million va dans leur salaire. Il faut aussi payer des bureaux qui sont souvent assez gros, donc un loyer conséquent, et bien sûr le remboursement du rachat des parts de l'étude notariale. On considère donc que sur les 400 000 euros restants, il en laisse 200 000 euros dans son entreprise en fonds de roulement trésorerie, et avec les 200 000 restants, il se paye. Si on fait une estimation à grosse maille, on peut considérer qu'une fois les impôts payés, ça lui a fait à peu près 8 000 euros par mois dans sa poche. Sur le papier, un beau métier, on va voir ça tout de suite avec Samuel qui va nous donner tous ces chiffres. Bon Samuel, bienvenue dans Combien ça gagne. Merci Clémence. Je suis trop contente que tu sois là. Pourquoi? Déjà parce que il y a quand même... C'est quoi les plus gros clichés des notaires? Oh, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Tout le monde pense que les notaires font plein d'argent et les notaires te disent qu'ils donnent tout leur argent à l'État et qu'en fait ils font pas tant d'argent que ça. Mais à la fois tu les vois quand même rouler en Porsche. Donc où est la vérité? Alors moi j'ai pas de Porsche déjà. C'est nul, tu sors. Oui, je sais. Le cliché vient du terme frais de notaire déjà. Quand tu achètes une maison et qu'on te dit tu as 15 000 euros de frais de notaire, évidemment, mais c'est tout à fait normal, hein, le particulier se dit mais le notaire il prend 15 000 euros, il etc. se gave le mec, quoi. C'est ça, c'est ça. 50 milliards d'euros sont collectés par les notaires chaque année, juste en impôts. Donc l'idée, c'est pas forcément de dire milliards pour dire milliards, c'est juste pour faire comprendre que lorsqu'on achète un bien immobilier, notamment, il y a un impôt qui est complètement indirect, hein, qui est un impôt sur l'achat. Donc, on a appelé ça frais de notaire. Ils ont encore augmenté il y a 2 mois. Il y a une image d'Épinal du notaire déjà qui colle absolument pas à la réalité. Souvent, on l'imagine un peu chauve avec une moustache, un peu vieux. Il faut regarder la vidéo, j'ai en face de moi. Il n'y a pas vraiment de moustache, une petite barbe de 3 jours. C'est ça. Non, mais l'idée, c'est beaucoup de clichés pour toute personne qui est déjà allée voir un notaire. Et c'est ça qui est vachement bien, c'est que beaucoup de personnes sont déjà allées voir un notaire. Ouais. Alors très souvent, c'est dans des circonstances un peu difficiles. On parle des décès, souvent, des successions, etc. Parfois, c'est heureux, c'est pour se marier ou pour acheter un bien immobilier, mais on n'a pas forcément une image qui est extrêmement punchy du notaire. Déjà, je vais faire un disclaimer, comme on dit, c'est que j'y connais rien. Donc, dans cet épisode, tu vas être extrêmement didactique. Okay. Et la deuxième chose, c'est Samuel, qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton contexte, finalement? Présente-toi. Très bien. Alors, je suis pas notaire. Je suis ancien notaire, puisque je l'ai été pendant 8 grosses années. J'ai travaillé dans le notariat pendant près de 20 ans. Alors, travailler dans le notariat, ça veut tout simplement dire qu'il faut franchir des étapes. Il faut démarrer par être clerc de notaire, notaire assistant, notaire stagiaire, etc. Et j'ai eu une chance relativement dingue de pouvoir accéder à la profession de notaire en tant que tel, notaire associé. Notaire associé, ça veut dire que la boîte t'appartient, l'étude t'appartient. Moi-même, le premier, je pensais que pour être notaire, il fallait être fils de notaire
notaire, petit-fils de notaire, neveu de notaire, etc. Et je suis peut-être l'exemple parfait. Mes parents sont pas notaires, loin de là. On peut quand même y arriver et avoir cette chance-là. J'ai été notaire à Calais, dans le Pas-de-Calais, comme son nom l'indique. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi les études et comment ça marche pour devenir notaire? Il faut faire du droit, 5 ans de droit maintenant. Ok. À l'époque, il y avait la possibilité de passer un concours, ce que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est plus sur dossier, c'est-à-dire il faut faire 5 ans de droit, on fait un dossier, on rentre dans une école de notaire et au sein de l'école de notaire, une fois qu'on a la chance d'être pris, on refait 2 années. Après, il faut intégrer une étude pour être stagiaire, puis assistant. Et ensuite, soit ça s'arrête là, clerc de notaire amélioré. Donc le clerc de notaire est celui qui tape les actes, qui reçoit des clients, qui passe des coups de téléphone, etc. Ou soit on a la chance de pouvoir accéder justement à la profession de notaire en rachetant les parts d'une étude de notaire, ce que j'ai fait, ce que j'ai eu la chance de faire. En fait, c'est comme si tu passais le concours. Tu y Mhm. arrivais, Ouais. mais tu restais juriste. C'est ce que j'ai vécu, moi, pendant quelques années. C'est-à-dire que tu penses avoir réussi ta vie, tu as eu le concours, tu es sorti, tu as le diplôme de notaire. Et puis après, tu te dis, c'est une profession qui est réglementée, donc tu ne peux pas poser ta plaque. Parce que la loi dite Macron, il a voulu mettre un coup de pied dans la fourmilière en 2016 à peu près, en se disant, voilà, on a des professions qui sont réglementées, comme les pharmaciens, comme les notaires notamment. Faisons en sorte que des jeunes puissent se lancer. Tous les 2 ans, il y a un tirage au sort qui est effectué, où on vient dire, par rapport à un maillage territorial. Il manque de notaires, je vais dire une bêtise, dans le 17e à Paris. Donc on se présente du moment qu'on a le diplôme de notaire et si on a la chance d'être tiré au sort, on trouve un local et on s'installe. L'idée, c'est aussi de se rendre compte qu'on démarre de zéro parce qu'on est tout nouveau et on n'a absolument aucune clientèle. L'avantage de racheter une clientèle et donc une étude, c'est effectivement de pouvoir travailler dans les 2 heures qui suivent la prestation de serment. Autrement dit, on a repris une boîte et on a les clients qui nous suivent. Ouais, ce qui était ton cas. Ce qui a été mon cas, Parce en que 2016. quand tu as un notaire, que ce soit monsieur A ou monsieur B, en fait, ou madame B, dans les 2 cas, toi, t'es client, t'as pas envie de changer de notaire, enfin, t'as pas envie de changer d'études notariales, quoi. Tu t'en fous un peu tant que le travail est bien fait. Tant que le travail est bien si fait. c'est A ou B qui le fait, tu t'en fous. Mais après, et c'est quelque chose pour lequel on a quand même beaucoup de chance, c'est que on a très souvent des clients qui pensent qu'on ne peut pas changer de notaire. Parfois, le travail est mal fait, les clients viennent et disent « mais je ne peux pas changer, toutes mes affaires sont chez Maître Dupont, je suis obligé de rester chez Maître Dupont ». La vérité, c'est que non, absolument pas. C'est juste Maître Dupont qui te met un petit coup de presse, mais en réalité, Maître Dupont, il n'a aucun droit sur tes affaires. Ouais. Il y a eu énormément de jeunes diplômés qui ont quitté le notariat. Parce que, et moi j'en étais quasiment arrivé à cette envie-là. À la fin de tes 5 ouais, c'est ça. années, ouais. Parce que tu te dis, de toute façon, mon père n'est pas notaire, ma mère n'est pas notaire, je connais personne, qui va me vendre son étude? À toi, le cab où tu bossais l'étude, pardon. C'était pas possible, mais je le savais. Hein. Donc c'était, voilà. Mais j'avais aucune autre perspective. Donc t'es à rentrer en disant, bon, je sais que là, c'est pas possible dans l'étude dans laquelle je suis, mais je vais peut-être me faire des contacts et tout. Et puis même, c'était extrêmement formateur. C'est-à-dire que je savais que le patron était au top, etc. Okay. Donc je savais que j'allais bien apprendre mon futur métier. Mais à un moment, au bout de 2 ans, voilà, tu te dis, j'ai appris, j'ai compris. Et tu te dis, ok, mais ils ont tous 50 ans, donc dans 15 ans, ils partiront à la retraite, mais je vais pas attendre 15 ans. Et puis moi, j'ai eu une chance dingue. Hein. 2016, donc j'ai 32 ans. Je pense sincèrement arrêter. Je me dis, c'est bien, j'ai les études, j'ai le diplôme, mais de toute façon, je serai notaire assistant toute ma vie, donc clerc de notaire. Alors, mon histoire est un peu particulière, mais c'est un coup de téléphone. C'est-à-dire, lorsque j'avais 22-23 ans, je cherchais un stage et j'ai appelé tous les notaires du coin, etc. Et j'ai appelé une notaire. Il s'avère que 8 ans après, elle se souvient de moi. Elle parle à quelqu'un que je connais très bien, qui est mon père, en disant, en fait, j'ai un associé qui va partir en retraite. Que fait votre garçon? Et il me dit, il galère dans le notariat, il est notaire assistant, etc. Et elle m'invite à un entretien. C'est à Calais. Calais, je déteste. En vrai, au départ. Et j'y vais sans aucune conviction. Et en fait, je lui parle comme je te parle, c'est-à-dire sans aucune révérence, sans rien du tout. Et je lui dis juste que je suis au bout de ma vie étudiante, etc. En lui disant, j'ai le diplôme, j'aimerais bien être notaire, mais j'ai pas le look, j'ai pas, je pense, l'esprit. Mais j'aimerais bien être notaire un jour dans ma vie. Et elle me dit rien. Et elle me rappelle une semaine après en me disant, vous serez mon futur associé. Et ça a été incroyable, vraiment. Et donc là, tu rachètes l'étude tout seul? Donc tu rachètes des parts. Ouais, c'est-à-dire que cette dame dont je te parle, que je salue et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Véronique. Véronique reste avec moi, un de ses associés part, donc moi je le remplace. Donc je le remplace au bout de 2 ans. Quelque chose de fondamental, c'est que tu peux pas être notaire sans connaître une ville. Tu vends des maisons à 50% de tes axes et des ventes immobilières, donc encore faut-il que tu donnes le change avec les clients. Faut que tu sois crédible. Exactement. Bien sûr. Donc les 2 ans m'ont permis de me former et au bout de 2 ans, je suis nommé, je remplace et je deviens associé. Tu dois faire un gros investissement, juste racheter. Qu'est-ce que ça C'est énorme. Ouais, l'investissement est... Enfin, quand je dis énorme, vous inquiétez pas, les banques sont là avec vous.
parce que je n'ai jamais vu un banquier aussi heureux que de financer un projet notarié, vraiment. Parce que moi, on m'a prêté à 110%. J'avais aucun apport, j'avais strictement rien. Et on parlait à l'époque de près de 600 000 euros. Ce qui me paraissait dingue à l'époque. Le 27 du mois, t'es à moins 100. Et en fait, on te dit, je vais aller voir un banquier. Mais le banquier voit très bien que ça fait 50 ans que la boîte tourne. Et voilà. Donc c'est en ça que non seulement il ne faut pas avoir des aïeux notaires, mais il ne faut pas non plus être né avec une cuillère d'argent, puisqu'on peut ne pas avoir d'argent et pouvoir investir. En fait, pour les banquiers, c'est un investissement quasiment dérisqué, si je puis dire. Enfin, non, mais c'est exactement ça. Et ça, c'est l'expérience qui me l'a appris, parce que la boîte, j'ai fait pas mal d'investissements par la boîte. Et à chaque fois, j'étais le premier à être un peu en retrait en disant, mais là, ça va pas passer, etc. Et le banquier venait et disait, c'est bon. Parce qu'on sait que voilà, vous êtes là. Profession stable. Exactement. Et la valeur de tout ça, mais on en parlera peut-être après, mais ça m'intéresse de comprendre la valeur de ces parts. Donc toi, tu disais que l'investissement, c'était 600 000 euros à peu près, peut-être un peu moins si tu as emprunté à 110. Mais est-ce que les études notariales ont encore cette valeur-là, même avec le fait que Macron a un tout petit peu... Ça a été une vraie question, ça, de se poser la question, parce que pendant très longtemps, le prix était... Alors, il a toujours été libre, mais il était contrôlé par les instances. On ne pouvait pas vendre 2 millions quelque chose qui valait 500, ce qui est plutôt logique. Mais finalement, il y a des coefficients qui correspondent à peu près à 80% du chiffre d'affaires annuel d'une boîte. J'ai rarement vu une boîte qui se vendait aussi faiblement en vrai, parce qu'elle est très très vite rentabilisée. Une étude notariale, si on se débrouille bien, sincèrement, en 4-5 ans, elle est complètement rentabilisée très vite. Très vite. Mais après, on est quand même extrêmement exposé au marché, c'est-à-dire le jour où l'économie s'effondre, les notaires s'effondrent. Exactement, ouais. Donc ça fait partie de aussi ces métiers dans lesquels tu dois avoir un fonds de roulement très fort, parce que la variable d'une année à l'autre peut être énorme. Il faut absolument pas s'enflammer. Ouais, c'est ça, c'est comme les agents immobiliers. Tu m'as donné les chiffres d'une année un peu type de ton étude. C'est un peu lissé, c'est ce que tu m'expliquais. Tu as des années, c'était beaucoup plus, des années beaucoup moins. Là, on a essayé de faire une espèce de moyenne pour que ce soit intelligible. Le chiffre d'affaires total, donc moi, ça va m'intéresser aussi de comprendre combien de personnes il y avait dans tout ça et les différents types de chiffres d'affaires que tu peux avoir. Tu m'as dit qu'en chiffre d'affaires, à peu près, tu faisais 2,5 millions par an. Il y a quoi dedans, ce qui représente le plus gros? Tu me disais que c'était quand même l'immobilier, les ventes 50%. 50% l'immobilier, ce qui paraît énorme, mais il y a des études qui sont à 80-85%. Et ces études-là, lorsqu'il y a la crise, tu as tout compris, souffrent énormément. Parce que, alors très souvent, ce sont des études qui sont nouvelles. Parce que lorsqu'on est notaire, j'aime pas trop le terme, parce que par respect pour le président, mais quand on est notaire Macron, notamment, mais non, mais on n'a pas de famille derrière, on n'a pas de dossiers familiaux, donc on a de la vente par des copains agents immobiliers, etc., etc. Quand l'immobilier marche, pas de problème. Par contre, quand l'immobilier marche moins bien, on attend. T'as pas tes clients fidèles qui sont dans la même étude notariale depuis plusieurs générations, quoi. On n'a pas la petite fille qui vient parce que grand-père et grand-mère se sont mariés avec ton prédécesseur. Mais après, si tu fais pas l'affaire, les gens restent pas non plus. Donc c'est ça qui est très intéressant. C'est la base. C'est ça. Moi, j'ai adoré voir des gens un peu âgés venir et dire j'en ai connu 2 avant vous. Ça veut dire que celui qui m'avait précédé avait fait l'affaire aussi, et s'ils sont revenus me voir, c'est que j'avais fait l'affaire avec eux, et c'est super en fait. C'est vraiment génial. Très bien. Après, heureusement que ça arrive comme ça, parce que tu l'achètes. Tu achètes un fonds. C'est la valeur de l'investissement. Exactement. Je veux dire, l'intégralité de la valeur, c'est effectivement cette clientèle. On revient à nos chiffres. Donc, on a l'immobilier. Donc, ce que tu prends sur les ventes immobilières, c'est à peu près 50% du chiffre. Donc, c'est-à-dire 1,2 million, 1,5 million. C'est sur les ventes, juste pour comprendre. C'est quoi le pourcentage que vous prenez? Est-ce que ça, c'est hyper réglementé? Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui, à mon avis, ça mérite d'être un petit peu mieux expliqué que ce que pensent toutes les personnes qui achètent des biens immobiliers. On va être très clair, lorsqu'on achète un bien immobilier, on va parler de commission d'agence. Donc la commission, en général, c'est 5% quand c'est des grosses ventes. C'est ça. Et quand c'est des ventes normales, pardon. Et ensuite, il y a les frais de notaire. Donc, frais de notaire, tout à chacun peut penser que les 12 000 euros, 13 000 euros qui sont affichés sont pour le notaire. En vrai, absolument pas. 6% pour l'État. Et si vraiment il faut dire ce qui revient réellement dans la poche de l'étude et pas du notaire, évidemment, on est à entre 1 et
4%. Ce qui fait que les frais de notaire, ça va environ 7%, 7,5% à chaque fois. Les frais de notaire en tant que tels. Mais dans les frais de notaire, il y a 6% pour l'État et le reste est pour le notaire. 1%, Le but n'est pas du tout de dire que le notaire ne gagne pas sa vie. À Calais, notamment, le panier moyen, alors ça va te faire sourire parce qu'on est dans des super locaux à Paris, mais 130 000 € la vente. Si on fait la moyenne sur une année, le prix moyen payé par les acquéreurs, c'est 130 000. Sur 130 000 €, le notaire a environ 1 600, 1 700 €. Le reste, payé par le client, sur 130 000 €, on est à 7 000 € de plus. À quoi correspondent les 7 000 €? Aux droits d'enregistrement, qui sont ventilés entre la mairie, le département et l'État. C'est le département qui gagne le plus d'argent. Qui sont encaissés par vous. Et reversés immédiatement au trésor public. Et c'est ça qui forme les 50 milliards collectés par les notaires chaque année. Que paye un client à un notaire? Les autoroutes. Non mais tu vois, à partir du moment où c'est le département qui touche le plus d'argent, le client, lorsqu'il achète un bien immobilier, il faut qu'il sache qu'il va payer la réfection de l'autoroute à côté, il va dans le département. Je sais bien qu'on pense toujours que le notaire se réfugie derrière le fait que non, c'est pas pour moi, c'est pour l'État. Non, il faut être très clair. Le gros gagnant est l'État, ça c'est vrai. Sur chaque transaction immobilière, l'État a 6%. Et ça, il faut que tout le monde le sache. Au moins, on sait qu'on investit. Alors, quand je disais les autoroutes, c'était un peu pour plaisanter, mais quasiment. C'est pour la réfection des routes, c'est pour parfois c'est pour un EHPAD qui serait public, etc., etc. Donc voilà, c'est de l'argent public. Ok, alors donc on a nos ventes, donc à peu près pour le notaire, un gros 1,5% sur toutes les ventes, mais c'est 50% de ton chiffre d'affaires, donc on disait à peu près 1 300 000. Ton étude, moi, ce qui m'a fait halluciner là-dedans, c'est que ton étude représente donc pour 132 millions de ventes, si c'est 1%. Pour être très clair, il y a 800 actes de vente par an. Le prix moyen est de 130 000 €. Ça fait 100 000, un peu plus de 100 millions. 100 millions, ouais. Donc regarde, si tu prends les 100 millions, sachant qu'il y a 6% pour l'État, ça veut dire que dans ma compta, j'avais 6% de 100 millions, donc j'avais 6 millions d'euros qui ne m'appartenaient pas, qui étaient à l'État. Tout à fait. Et c'est là où il faut vraiment pas s'enflammer et que c'est un métier de comptable. De toute façon, tu les vois. Non, mais de toute façon, tu les vois, mais sans les voir. Ouais, ok. Tu les vois sans les voir, tu sais très bien que c'est pas à toi, évidemment. Mais là, pour le coup, dans ta comptabilité, tu as une ligne qui est extrêmement importante. La ligne rouge. Ouais, c'est ça. Et cette ligne-là, si tu te rends compte que finalement, tu vis par l'argent des clients ou de l'État, il faut mettre la clé sous la porte. Ouais, bien sûr. D'accord. En plus, j'ai envie de dire, moi, je suis qu'une toute. L'expérience que j'ai eue, c'est une toute petite étude de province. C'est vrai ? Bah oui. Une grosse étude notariale connue à Paris, c'est combien de millions de chiffres d'affaires par an ? J'en sais rien, honnêtement. Non, quand je dis j'en sais rien, c'est qu'évidemment, je suis venu plein de fois ici pour des affaires, parce que l'avantage, c'est que lorsque tu es notaire, moi, géographiquement, évidemment, tout à l'heure, on parlait que le notaire gagnait 1 à 1,5% sur la vente. Alors on va se dire, vaut mieux être notaire à Saint-Tropez qu'à Calais, oui, c'est vrai. Mais l'avantage, c'est qu'à Calais, des ventes, on en fait 12 par jour, là où à Saint-Tropez, ils s'en font peut-être 2 par semaine. Donc c'est toujours la même chose, c'est que la quantité peut justement venir compenser le prix. C'est hyper intéressant, mais c'est quelque chose moi qui m'a toujours interrogé. Comment expliques-tu que tu gagnes 8 fois moins d'argent à faire exactement le même travail ? Parce que finalement, que tu vendes une maison à Auxerre ou que tu vendes une maison à Saint-Tropez, le travail est exactement le même. Le nombre de pages est exactement le même, le risque est exactement le même. Alors, est-ce que c'est vraiment exactement le même ? Est-ce que c'est pas plus compliqué ? Il y a pas plus de... Non, alors compliqué, non. La seule chose, c'est que tu as une responsabilité qui est peut-être 8 fois moindre à Auxerre, pour reprendre mon exemple, parce que le prix est 8 fois moins grand. Ouais, bien sûr. Mais c'est juste ça. Nous, parfois, il était beaucoup plus compliqué de vendre un terrain agricole à 500 € que de vendre une maison à 400 000 €. Parce que plus de clauses, plus de spécificités. Parce que plus de problèmes, parce que le terrain à 400 €, si ça se trouve, il est agricole, on croit qu'il est agricole, mais il est à bâtir. Parce que si ça se trouve, il y a des servitudes du voisin. Servitude, c'est le fait que le voisin puisse passer dans ton champ de patates, etc. Et voilà, on se pose beaucoup plus de questions sur ce genre d'actes qui nous rapportent rien du tout, mais rien du tout. J'avance dans le calcul. Ensuite, tu m'as mis une ligne que tu as appelée négociation immobilière et qui représente plutôt 4% du prix de vente. Et ça, tu m'as dit que c'était quand même à peu près 400 000 € par an sur ton chiffre d'affaires. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, négociation immobilière ? C'est quoi ? On pense toujours qu'on doit juste passer par un agent immobilier pour trouver un bien immobilier. C'est une spécificité du Nord-Pas-de-Calais. Ça se fait très peu à Paris, je le sais. Mais nous, on a développé quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est la négociation immobilière. Autrement dit, tu passes par une agence ou un notaire. Quel est l'intérêt ?
d'intérêt. C'est que nous avons, en qualité de notaire, des biens que personne n'ont. Parce que mamie est malheureusement morte, les enfants viennent te voir. Ils veulent vendre, ils n'ont pas mis sur le marché, ils savent pas quoi, Exactement. comment. Et toi, nous, t'as on est là l'enfant en premier. derrière. Exactement. Donc, on est là derrière pour dire, nous, on peut potentiellement le faire. Donc, vous piquez du boulot aux agents immobiliers. Non, c'est plutôt eux qui nous en piquent des fois. Et ça, tu prends... Et en fait, ça, comme tu fais le rôle de l'agent immo, tu prends la commission. la com en entier. Il n'y a pas d'agent immo au-dessus. Donc, effectivement, ton 4% en moyenne... Donc, tu prends la com et en plus, tu prends l'honoraire de la rédaction, c'est-à-dire l'honoraire du notaire. Et ça, donc, je descends. Donc là, on est quand même à 1,7 million sur notre 2,5 millions. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste tout ce qui est actes de familiaux et les successions. Ouais. Et alors là-dessus, explique-moi juste comment ça fonctionne. Donc là-dessus, toi, tu m'as dit que sur ton 2,5 millions, c'est à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires. Comment ça marche, ça ? Malheureusement, quand des personnes perdent des proches, ils ont l'obligation de venir nous voir. Je dis bien une obligation. Parce que la maison, si elle appartenait à mamie, il faut bien que ce soit les enfants qui soient propriétaires. Donc le notaire doit faire un acte. Le gros avantage de pouvoir avoir 30 à 40% de son chiffre d'affaires qui est basé sur la succession, c'est que c'est pérenne. Les gens continueront à mourir. Tout comme les gens continueront à se marier et à divorcer en même temps, c'est quelque chose qui sera toujours d'actualité. Et ça, vous prenez un pourcentage de tout ce que possédait la personne. Voilà. De la même manière, c'est réglementé. Sur un premier acte, qui est la valeur du bien immobilier. Donc de la même manière, il vaut mieux être notaire, encore une fois, à Paris, parce que les appartements valent beaucoup plus cher qu'un appartement calésien, parce que c'est encore une fois un pourcentage. Les gens sont plus riches à Paris. C'est ça, ouais. En termes de patrimoine. Le bien immobilier coûte plus cher à Paris. Et puis ensuite, il y a un autre acte qui est la déclaration fiscale de succession. Okay. Malheureusement, hériter de quelqu'un n'est pas gratuit. Parfois, il faut payer ce qu'on appelle des droits de succession, qui est le dernier impôt que le défunt fait payer à ses enfants. Et la déclaration fiscale, on est rémunéré en fonction de la valeur du patrimoine. Et le pourcentage, c'est quoi ? Sur une déclaration fiscale, on est aussi à peu près à 1% du patrimoine. Et sur l'immobilier, de la même manière, 1%. Ouais. Donc là, on est à 2 250 000, un peu moins. Qu'est-ce qui nous reste d'autre ? Donc c'est marginal, ça reste beaucoup d'argent. Tu m'as parlé de tout ce qui est pour les sociétés, donc les fonds de commerce, les baux. Tu m'as aussi parlé des divorces. Ça, c'est juste, c'est un forfait. Alors, c'est pas que c'est à la marge, mais non, c'est pas du tout un forfait. Pour le coup, les divorces, c'est aussi réglementé. Mais on est d'accord que toi, t'interviens que quand monsieur et madame qui divorcent ont du patrimoine immobilier. Immobilier, ouais. Tu as tout à fait raison. Sinon, ça se passe que chez le juge et l'avocat. À partir du moment où il y a un bien immobilier, nous, on entre en jeu. Donc ça, au niveau divorce, c'est réglementé. Par contre, au niveau société, c'est pas réglementé. Donc autrement dit, demain, j'ai le coiffeur de mon boulevard qui souhaite vendre son salon de coiffure. Je prends ce que je veux. C'est de la négo avec lui. Exactement. Donc c'est là où il faut être compétitif et c'est pas forcément ce qui nous rapporte beaucoup d'argent. Donc là-dessus, toi, tu m'as dit que c'était à peu près 180 000 euros sur nos 2,5 millions. Et ensuite, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui est les PACS, les contrats et tout. C'est très à la marge en vrai. Parce qu'un contrat de mariage, c'est 400 balles. Dès qu'il se passe quelque chose dans la vie de quelqu'un, tu gagnes de l'argent. C'est un peu... mais c'est l'essence même du notaire. On va dire le PACS, le mariage, l'achat immobilier, le divorce, la vente, le remariage, le décès. Et entre deux, tu peux aussi penser à faire ce qu'on appelle de la gestion de patrimoine, autrement dit. Et tu sais, arrivé à 65 ans, quand les parents sont en retraite, ils se posent la question de se dire attends, mais l'État va prendre combien quand on sera plus là et les enfants ils vont avoir quoi, etc. Là, ils viennent te voir et pour le coup, c'est l'activité de conseil que nous avons, c'est de venir dire écoutez, si on fait ça de votre vivant, vous pourrez économiser autant, etc., etc. Et c'était une partie, moi, que j'adorais ça. Alors, c'est une partie que t'adorais, c'est une partie que tu m'as mis que ça valait à peu près 60 000 euros. Tout ce qui est conseil, de chiffre d'affaires. Ouais. Comme on est sur un chiffre d'affaires hyper conséquent, ça nous paraît pas beaucoup, mais en réalité, 60 000 euros, ça veut dire que tu fais 5 000 euros par mois de conseils. En plus de tout le reste, c'est énorme en vrai. Donc oui, je suis d'accord. Et puis ça, c'est la partie, tu fais un peu de la tactique de patrimoine pour les gens. Et l'honoraire, pour le coup, là, il est libre. Ouais, ce qui est très rare dans le notariat, c'est-à-dire que là, tu fais signer au client, tu dis voilà, moi, mon conseil vaut autant. Il faut savoir que derrière, il peut faire économiser 30, 40, 50, 100 000 euros au client. Donc voilà. Oui, il y a un vrai intérêt. Là, pour le coup, on a quasiment une casquette d'avocat fiscaliste. C'est ce que j'allais dire. Quoi. Ouais. Mais ce qui est très méconnu, je trouve, dans la tête du client, qui est de se dire est-ce qu'il faut que j'aille voir le notaire ou quelqu'un d'autre ? Non, le notaire, il a vraiment une compétence qui est très, très, très élargie. Ouais. Et il n'a rien à vendre. Tu vas aller voir ton CGP, conseiller de gestion de patrimoine. Lui, derrière, tu peux toujours te poser la question de savoir si... Vos intérêts sont alignés ou pas, ou si lui, il a d'autres intérêts qui sont en dehors ou si lui, en fait, l'investissement qu'il te propose, il n'a pas plus intérêt à
à t'emmener dans telle boîte ou telle boîte. Voilà, nous, on vend pas de produits financiers. On va revenir du coup sur notre chiffre d'affaires, 2,5 millions. On va essayer de comprendre combien tout ça nous coûte. J'ai voulu mettre en avant quelque chose qu'on ne sait pas, mais quand on gagne 100, déjà, il y a 4% qui part directement à la caisse de retraite des clercs de notaire, sécurité sociale du notariat. Donc, c'est un régime, les régimes spéciaux. Et le régime spécial, il faut bien qu'il soit alimenté. Et il est alimenté par 4% qui de vient ton chiffre d'affaires. Exactement. 100 000 euros quand te concernant. Quand tu prends tous les notaires de France, il y a 4% de tous les actes qui partent dans le régime spécifique aux clercs et employés du notariat. Donc ça, c'est 100 000 euros pour toi sur ton chiffre d'affaires. Et ensuite, l'assurance pro et les cotisations, ça, c'est 3%, tu me disais, parce que c'est environ, la chambre des notaires. Alors, en fait, l'idée, c'est que, pareil, c'est une profession qui est très spécifique parce qu'on paye un pourcentage de notre chiffre d'affaires ou de nos résultats en cotisation d'assurance. C'est le risque de faire une connerie. Mais le problème, c'est qu'on paye pour la connerie des autres aussi. Donc, en fait, c'est une garantie collective. Donc, il y a une solidarité pour toutes les conneries faites par les confrères. Non, mais en fait, tu peux te dire que c'est pas cher quand tu fais énormément de conneries et que du coup, tu te dis heureusement que la garantie collective est là, parce que si j'avais fait autant de bêtises, ça m'aurait coûté beaucoup d'argent. Mais quand tu n'en as jamais fait, tu peux te dire putain, j'ai quand même donné beaucoup d'argent. Exactement, voilà. Donc ça, c'est donc 3%. Donc là, on est sur un total de 7% et donc un total de 175 000 euros pour les charges. Pour les charges variables sur notre 2,5 millions de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, maintenant, on va comprendre comment on arrive à faire fonctionner tout ça, le salaire, le loyer, qui bosse pour ce salaire. Donc toi, tu m'as dit que tes charges salariales au total, à peu près, c'était 1,1 million. Ça, c'est les salaires de qui? On a varié entre 17 et 21 personnes. C'est énorme. Sur 2 sites. C'est une étude, mais deux points de rencontre. Ouais. Alors, essentiellement, donc on a des secrétaires standardistes, etc., comptables, 2 gestionnaires comptables, un comptable externalisé, et puis après, ce sont ce qu'on appelle des collaborateurs clercs-rédacteurs. En gros, moi, ce que j'aimais bien dire, c'est que le notaire, il fait tout de A à Z, mais il fait surtout le A et le Z. En fait, le clerc, il fait du B... Du B Y. C'est ça. Nous, on reçoit les clients en amont, et ensuite, on va voir le collaborateur en disant, voilà, il faut préparer tel acte, etc. Après, le collaborateur a quartier libre pour faire exactement tout ce qu'il veut pour arriver justement au jour où on va signer, où nous allons revoir les clients pour signer l'acte. Ouais. T'es clerc de notaire, tu peux bien gagner ta vie. Je demande ça pourquoi? Parce que là, par exemple, tu m'as dit, si je fais une moyenne à 19 personnes environ dans ton étude, sur un total de ce que ça te coûte, qui est 1,1 million à peu près, ça fait 60 000 euros chargés par personne. J'imagine qu'il y en a qui te coûtent moins parce que c'est des secrétaires, des standardistes, peut-être qui ne sont pas des équivalents temps plein, etc. Et donc, c'est pas à 60 000 que touche tout le monde, que te coûte tout le monde, pas que touche. Parce que tout le monde n'a pas le même diplôme, tout le monde n'a pas la même fonction. Non, mais ça, bien sûr. Mais les clercs, combien je peux espérer gagner? Je suis clerc depuis 5 ans, j'ai, je sais pas, la trentaine. Enfin, toi, tu gagnais combien avant d'être associé, par exemple? Ou... C'est quoi les salaires un peu? Il y a une grille tarifaire, ce qui est très intéressant déjà, c'est qu'il y a un minimum par la convention collective du notariat. Donc on ne peut pas embaucher quelqu'un qui a un diplôme assez costaud à moindre coût. Donc ça déjà c'est bien. Pour prendre mon exemple de notaire assistant, entre guillemets, on était à 2002-2003 par mois fois 13. Notre masse salariale est un peu importante, c'est parce qu'on avait quand même la bonne idée de motiver tout le monde et de donner des primes assez conséquentes aussi en fin d'année, parce que quand tout le monde a réussi une belle année, il faut que tout le monde en profite. Ah mais oui, il y a des différences par rapport au diplôme, ne serait-ce que par rapport au diplôme. Non mais bien sûr. Mais après voilà, pour être très clair, un clerc de notaire qui tient la route et qui a 15 ans de métier et qui est adoubé par les clients, cette personne elle est essentielle en fait à l'étude. Pour être très clair, en faisant 35 heures, en ayant 5 semaines de vacances et en ayant un salaire sur 13 mois, donc tu multiplies par 2005, 2005. Le loyer, donc vous aviez 2 endroits. En fait, il est assez important parce qu'il y a 2 endroits, il y a 2 études du coup. Et puis parce que, comme encore une fois, je fais le parallèle avec les avocats, t'as beaucoup de monde et donc tu dois avoir des grands bureaux, plus c'est des bureaux dans lesquels tu reçois. Et donc t'es obligé d'avoir des grandes surfaces. Donc toi, c'était quand même 13 000 euros par mois, donc un peu plus de 150 000 euros par an sur 2 espaces. Ça me paraît pas... Nous, à Calais, on était sur 480 mètres carrés quand même de bureaux. Donc on a déjà 1,3 million à peu près, juste les loyers, les salaires. Et puis après, il faut rajouter un peu moins de 100 000 euros. Donc t'as quand même 30 000 euros d'affranchissement de courrier. Ouais, alors ça je l'ai mis pour la blague, mais en fait, c'est pas une blague. Non, mais ça, c'est hallucinant. C'est un truc sur lequel je me battais. Et pour 30 000 euros pour tout ce qui est affranchissement de courrier. On était à 40 avant. C'est un moment se dire, mais les gars, chaque courrier qu'on envoie, ça
ça coûte 2 euros, quoi. Et on a réussi à baisser un petit peu, mais quoi qu'il arrive, t'as encore les clients qui veulent recevoir leur courrier, leur truc, etc., etc. Et puis ensuite, bon, tout ce qui est frais de fonctionnement, comme j'appelle ça, ouais. Internet, télécom, tout ça, tu m'as dit à peu près 30-35 000 euros. Et ensuite, votre logiciel de rédaction. Ils sont très chers. Ils sont très chers. Ce qui est normal à la fois. Bien c'est sûr. eux qui te permettent de faire ton travail. Donc ça, tu m'as dit 2 000 euros par mois. Ouais, ça coûte beaucoup d'argent. Et après, il y a plein de choses. Il y a tout ce qui est... tu sais qu'il faut se tenir au courant de toute l'actualité juridique. Donc ça se paye aussi. Le fait d'être extrêmement à jour de nos connaissances. Donc il y a des encyclopédies juridiques à acheter en ligne ou en physique. Mais ça coûte beaucoup d'argent. De même, un copieur, ça paraît très bête. Voilà, alors ça, donc on va essayer de comprendre. Tu m'as parlé... Donc on a toutes ces charges de fonctionnement, évidemment, auxquelles on a ajouté notre histoire de courrier, le logiciel de rédaction qui font partie de ça. C'est au total 90 000 euros. Et tu m'as ajouté en plus 360 000 euros pour tout ce qui est de la logistique et puis copieur et expert comptable. Donc expert comptable, j'imagine que c'est externe, donc c'est pas dans ta masse salariale, c'est pour ça que c'est là-dedans. Copieur. Copieur, à partir du moment où tu as 500 mètres carrés à faire fonctionner, tu as 4 copieurs déjà. C'est tout bête, hein. 4 imprimantes. Oui, donc, mais c'est pas la petite Epson que tu peux avoir dans le bureau, c'est l'énorme truc de 2 mètres cubes qui sort 100 pages en 25 secondes. Donc ce copieur-là, il faut le louer, tu l'achètes en pas. Leasing, entre guillemets. Il faut l'entretenir. Tout ça, ce sont des frais de fonctionnement qui, mis bout à bout, forment une charge assez conséquente. Ouais. Donc au total, toutes ces charges fixes, avec le calcul, ça fait quand même 1 750 000 à peu près. Si on additionne donc ça plus tes charges variables, donc ce qu'on paie, la sécurité sociale, les assurances, etc., il nous reste un peu moins de 600 000 euros sur nos 2,5 millions. C'est énorme, c'est un très beau résultat net. Alors résultat net avant impôt. Là-dessus, juste pour comprendre, vous étiez combien d'associés ? 2 associés. Là-dessus, tu payes l'impôt sur les sociétés ? Non, justement. On est sur une structure plus commerciale, impôt sur les sociétés, où là, pour le coup, il y a des dividendes qui peuvent être pris. On était rémunéré une fois par an. Et là, tu payes ton impôt sur le revenu. Exactement. Donc vous, divisé en 2, donc il y avait un peu moins de 300 000 euros pour chacun. Là-dessus, tu payes un assez gros impôt. Tu m'as dit 40%, ce qui est logique pour 300 000 euros. Donc sur les 600, toi, tu en as 300, tu payes 40% dessus. Ça fait à peu près, juste pour finir le calcul, 175 000 euros pour toi. Mais si j'essaie juste de faire une simulation pour que tout le monde puisse se projeter sur notre 175 000, alors ce sera pas tout ça une moyenne lissée sur 10 ans, bien sûr, mais sur ce 175 000 qui te reste techniquement après impôt, on le remet par mois. Ça fait quand même 14 000 euros par mois, mais évidemment que ça n'a pas fonctionné comme ça, mais ça fait à peu près 14 500 euros par mois. Là-dessus, on en enlève 4 pour la banque, il te reste à peu près 10 000 euros. Ça, c'est un très beau salaire si on le met en salaire, mais bien sûr ça vient avec évidemment les années d'études, l'investissement de départ, et puis ce que je trouve super important de rappeler, c'est que c'est pas du tout stable comme ça. Non mais voilà. La profession est stable, bien sûr, et donc ça c'est rassurant, et c'est peut-être une profession qui est quand même plus stable que la profession d'agent immobilier, mais c'est pas 10 000 euros sur ton compte tous les mois pendant 10 ans. Exactement, et c'est ce qui est un peu vertigineux le 1er janvier, enfin le 2, une fois que tu as terminé de faire la fête, c'est quand tu redémarres une année. Soit t'as la gueule de bois, soit t'es au top. Non mais tu vois, t'as vu les charges et tu te dis, bon bah là on redémarre et il faut faire à peu près 2 millions pour gagner 1 euro. Donc c'est pas sans pression, quoi. Non, c'est pas sans pression. Après, effectivement, on est sûr que les gens vont continuer à mourir, on est sûr que les gens vont continuer à divorcer, on est sûr que les gens vont continuer à se marier, alors qu'un agent immobilier n'est pas sûr, pour le coup, de pouvoir vendre 10 maisons tous les trimestres. Mais les chiffres que je t'ai donnés, ça a pu être beaucoup moins et ça a pu être beaucoup plus aussi. Oui, bien sûr. Mais non, mais après, c'est quoi ta meilleure année ? Ouais, c'est post-Covid. Et ça, c'est combien ? Par rapport à ce que je t'ai donné, c'est x3. Non, post-Covid, ça a été fou. Pour une raison, c'est que à peine réouvert, les gens appelaient, les gens achetaient les maisons 30% plus cher. Ils en avaient rien à foutre. Du moment qu'il y avait un jardin, parce qu'il y avait un jardin. Ce qui était très rigolo, c'est qu'on leur disait, mais comment vous avez fait pour visiter ? On pouvait pas quitter normalement. Google Earth. Non, mais on pouvait absolument pas quitter son chez-soi. J'ai fait une attestation pour aller visiter la maison, etc. Okay. Non, les gens ont fait des affaires de fou en tant que vendeurs à post-Covid. Énorme. Parce qu'ils ont pu vendre des biens qu'ils avaient achetés peut-être 20% moins cher. Qu'est-ce que tu conseillerais à un notaire qui veut se développer, trouver plus de clients ? Comment ? Là, je sais pas, on a fait 2 millions cette année, donc toi, t'as pas gagné d'argent. Et comment est-ce que tu fais 2,5 millions l'année d'après ? C'est quoi les techniques ? On est très limité parce que la pub est interdite, le marketing est interdit. Moi, ce sur quoi je sais que si un jour, parce que j'aimerais bien y revenir,
dans le notariat bientôt. Si j'y retourne, c'est me mobiliser sur notamment ce que j'aimais bien faire, c'est la négociation immobilière. Je trouve qu'on a une place stratégique dans l'immobilier. On est les premiers avertis de certaines choses, ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais après tu as très 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 peu de marge de manœuvre. Et c'est en ça que c'est très compliqué de se projeter. Parce que tout à l'heure, je te parlais du vertige du 2 janvier, mais il est réellement là. C'est-à-dire que tu sais pas comment l'économie va marcher. Il suffit que les marchés financiers s'écroulent. 2008, c'était une catastrophe. Là, ça a plutôt été compliqué aussi. Que les banques prêtent à 8% un jour, et je suis persuadé que tu as 80% des nouveaux notaires qui tireront vraiment la langue. Donc, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Non, ce qu'il faut, c'est, je pense, dans un monde qui est extrêmement, non pas aseptisé, mais je pense qu'il faut avoir un vrai rôle de conseil. Si tu balances des termes juridiques et que tu te dis de toute façon que j'explique ou j'explique pas, j'ai exactement la même rème à la fin et là que t'es passé, bah non, il faut que les clients puissent t'avoir compris et puis aient envie de revenir te voir pour autre chose. Mais tu vois, pour autre chose. C'est-à-dire que le client que tu as vu pour un achat quelconque, s'il revient te voir 15 jours après parce qu'il n'a pas compris un truc dans la succession de sa tante, et ben pour moi, c'est gagné. Je pense qu'il faut traiter le mec qui te vend son bout de jardin 500 € exactement comme le mec qui te vend sa villa à 2 millions d'euros. De la même manière. Parce que de toute façon, le boulot est le même. C'est juste la rémunération qui est différente. Est-ce que t'as un coup, ton plus gros coup, un truc dont t'es le plus fier? Ouais. Ok. Mais il n'est pas financier, pour le coup. Okay. Il n'est pas financier du tout. C'est un truc de dingue qui m'est arrivé. On m'a appelé et on m'a dit tu vois la maison qui est face à la mer à Calais, etc. Ouais. Enfin, tout le monde la connaît, en fait. C'est une espèce de verrue face à la mer. Voilà. Verrue parce qu'elle est moche? Ah non, c'est parce qu'elle était murée par la mairie tellement il y avait de squats, qu'il y a des gens qui étaient venus, etc., dedans, etc. Et on me dit, bah, tu vois, cette maison-là, elle va potentiellement être à vendre. Je dis, mais pourquoi? Mais parce que le propriétaire, qui était un luxembourgeois, qui avait des biens à Paris, à New York, à Amsterdam, avait aussi un bien à Calais, ce qui est incroyable. Le type était un artiste et il a tout légué à une association. Pas d'enfants, il lègue tout à l'association. Donc, il lègue New York, Amsterdam, Paris et Calais. L'association, qui est une association étrangère, m'appelle et là, on me dit, bah, on a fait le tour un peu des agents immobiliers. Ils nous disent que la maison vaut 120 000 parce que ça vaut la valeur du terrain. Et je leur dis, écoutez, j'ai jamais fait ça, mais j'ai connu ça à Paris. Moi, je propose qu'on fasse ce qu'on appelle des enchères notariales. On va mettre cette maison-là aux enchères et vous verrez, on va peut-être en tirer un prix un peu plus important, etc. Et ce qui a été hyper cool, c'est qu'on a fait plus de 300 visites et on a vendu la maison le double de ce qui était... wow. Et ce qui a vraiment été cool, c'est que les journaux locaux nous ont suivis. Donc, chaque jour d'enchères, on avait la une. Enfin voilà. Et là, pour le coup, j'ai été assez fier de ça parce que après, ce qui est tout à fait logique, quand quelque chose marche, bah, les confrères le reprennent. Donc après, on a eu l'habitude de vendre des biens aux enchères. J'ai 2 toutes petites dernières. Vas-y. Alors déjà, merci parce que c'était hyper clair. Donc merci 1000 fois, c'était hyper clair, hyper intéressant. J'ai l'impression d'avoir tellement mieux compris ce monde des notaires qui est en effet, comme plein de métiers, source de tout un tas de fantasmes. De micro-questions avant de te laisser, si tout ça était à refaire, est-ce que tu le referais? Bah, je suis dans cette interrogation-là, ouais. Oui, parce que j'ai adoré ça. Ouais. Ce qu'il faut savoir, et là pour le coup c'est pour les personnes un peu plus jeunes qui souhaiteraient se lancer, moi j'ai voulu faire du notariat mais c'était un prétexte pour être chef d'entreprise. C'est-à-dire que j'aurais eu un magasin de sport, c'était pareil, c'est-à-dire l'idée c'était de manager une équipe, mais j'adore ça. C'est que oui, nous on était utile, on était un peu en avant, mais derrière si on n'a pas d'équipe on n'était rien, vraiment. Bien sûr. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne? Ouais, j'y ai pensé en venant tout à l'heure et pour le coup, et vraiment c'est pas anodin ma question parce que ça m'intéresse, c'est tu sais tout ce qui est franchise de petites épiceries, enfin je peux dire une marque, tout ce qui est Carrefour Market, tu sais tout ce qu'on voit, exactement, et ceux qui reprennent des Carrefour Market comme ça m'intéresse de connaître le PNL derrière. De l'extérieur, je pense que c'est quand même pas mal rentable et que c'est des choses qui sont en train d'être faites, mais quand tu te balades n'importe où en France, tu vois des Carrefour Market tous les 4 coins de rue, ça pop de partout. C'est ça. Et c'est de savoir un peu comment ça marche cette chose-là, ce genre de franchise, ça m'intéresse. Hyper intéressant. Je m'intéresse vachement justement en ce moment au business des franchises et j'ai envie de tous les faire. Ah ouais, mais de McDo à Feu Vert. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que lorsque tu connais quelqu'un qui a repris un McDo, souvent il y en a 4. Donc c'est que ça marche. Et quand tu connais quelqu'un qui a eu la chance d'avoir un Carrefour, souvent il y en a 2. Donc je me dis, à mon avis, c'est pas mal. Il y en a qui crachent quand même pas mal par rapport à l'autre. Mais oui, 100%. Mais je m'intéresse vachement à ça et c'est ma quête du moment. Donc ça arrivera sur Combien ça gagne. Donc reste avec nous. Et puis ça viendra. Merci beaucoup Samuel d'être venu témoigner. C'était trop bien. Et on se voit la semaine prochaine pour ceux qui sont nouveaux sur Combien ça gagne. Salut.